Alors, effectivement, je m'intéresse à, ici en tout cas, où j'explore, hein, parce que c'est un chantier, c'est un atelier, le statut me va bien, d'artisan. Ce qu'on pourrait appeler une anthroposémiotique de la ligne, mais précisément de la ligne droite, et encore plus spécifiquement, de la ligne droite d'écriture. Il y a eu des travaux innombrables sur le livre, sur la page, sur les marges, sur les notes de bas de page, sur les mots, sur les lettres, sur les paragraphes. Et à ma connaissance, mais je lis guère que le français et un peu l'anglais, à ma connaissance, peu de choses sur l'infrastructure graphique de l'écrit, puisqu'on parle de littérature écrite ici. Et donc ce qui m'intéresse, c'est ce que l'écrit fait à la littérature. La ligne droite étant, vous le voyez, la ligne droite horizontale, segmentée, équidistante, parallèle, visible ou pas visible, étant un des composants matériels, concrétisés ou pas, du langage lorsqu'il est écrit, lorsqu'il est posé sur du papier ou sur de l'écran. La scription et l'inscription. Bon. Et donc l'hypothèse, qui est une hypothèse, je ne sais pas, on pourrait dire, si je prends des références sémiotiques, Roy Harris par exemple, la sémiotique de l'écrit, ou des hypothèses à la Panofsky ou à la Bourdieu sur la notion d'habitus. L'hypothèse, c'est que il y a peut-être possibilité à s'interroger sur ce que la technographie de l'écrit fait possiblement à l'écrit. Voilà. Bon. Donc c'est pas très folklorique, mais enfin, voilà, c'est comme ça que je pose les choses. C'est dire que la littérature écrite, parce que je m'intéresse beaucoup à la littérature orale, la littérature dans sa forme écrite travaille avec la ligne droite, dans la ligne droite, parfois contre la ligne droite. Donc c'est cette idée que la matérialité de l'écrit a peut-être parfois quelques liens avec la pratique de l'écriture et de la lecture, que la forme matérielle, c'est-à-dire en fait, vous le voyez ici, ce que les typographes appellent la linéation, l'écrit a à voir avec la linéarité et avec la spatialisation. Ce n'est pas un scoop, hein, évidemment, mais c'est ça le point d'accroche. Bon. Linéarité et spatialisation de la langue dans des dispositifs qui, notamment depuis l'imprimerie, je fais allusion à notre bon ami Walter Benjamin, depuis l'imprimerie et a fortiori avec le numérique, standardise l'écrit sous cette forme-là, d'un dispositif fonctionnel, formel, matériel, statique, segmenté, de parallèles équidistantes qui sont reproductibles à l'infini, à l'identique, etc., qui crée donc un substrat graphique, un ordre graphique. Alors, ordre au sens de mettre de l'ordre, d'organiser, mais ordre au sens où on ne peut pas faire autrement. Je ne parle que du roman, je ne parlerai pas de la poésie ni de l'art, mais qui met de l'ordre,
qui produit de la ligne et de l'alignement. Et alors, donc il produit la littérature, au fond, si je fais un peu l'âne, le myope, c'est des mètres linéaires de langage sous forme concrétisée et segmentée qui se déploient selon cette forme-là. Alors, le roman, l'écrivain ou le lecteur peut ignorer cela. Il peut l'accepter, il peut le contester, il peut le transgresser. C'est un donné, c'est un composant élémentaire, si on peut dire. Bon. Il peut le transgresser, y compris pour des raisons, enfin dans des logiques ou avec des effets créatifs. Un petit peu comme souvent dans les marges, on n'écrit pas droit, si vous voulez. On écrit tordu, oblique, diagonale, inachevé. Ouais, c'est pas tout le monde, mais enfin, pour certains, c'est une phase de créativité, justement, que de ne pas être dans dans ce quadrillage, cette géométrisation, ce calibrage, ou cette rationalité pure. Bon. Donc, il y a un ordre linéaire. Et cet ordre linéaire, je l'appelle dans un premier temps sémaphorique. C'est-à-dire, il est comme un sémaphore, feu tricolore, il porte les mots, il porte le sens. Et mon hypothèse, c'est que parfois, en poésie c'est évident, il est sémiophorique, c'est-à-dire il fabrique lui-même du sens. Ou dans l'économie discursive du récit, il y a une fabrication du sens par la ligne, si vous voulez. Alors, encore un mot avant de rentrer dans notre affaire avec un texte qui s'y prête évidemment, Tristram Shandy de Laurence Sterne. Quelques caractéristiques anthroposémiotiques de la ligne droite d'écriture, donc horizontale, régulière, etc. C'est que, comme disait les Goncourt, la ligne droite n'existe pas dans la nature, donc c'est un fait de culture. La ligne droite n'existe pas, n'a pas de sens dans l'oralité. C'est des lignes imaginairement sinusoïdales, avec des rythmes, des volumes, et des intensités. Et donc cette ligne droite-là que vous avez sous les yeux, ce châssis, on pourrait dire, ce cadastre, hein, c'est une forme qui porte l'univers imaginaire du roman. On pourrait dire au fond que c'est une sorte de cosmographie, bon, mais aussi d'idéographie, comme on verra. Une cosmographie linéaire et pas cyclique, justement. Donc ça a peut-être un certain intérêt par rapport à Tristram, parce que... et vous verrez tout de suite, évidemment, l'aspect philosophique ou politique de la chose, c'est que la ligne n'est pas circulaire, par définition, cette ligne-là. Et donc, dans un roman où les cycles de vie n'ont pas de sens, évidemment, il va y avoir évidemment, j'enlève évidemment, il y aura possiblement un jeu avec la linéarité et les ruptures de prévisibilité de la linéarité. Parce que là, la rationalité et la fonctionnalité sont à l'envers, si vous voulez. C'est que c'est, en termes sémiotiques, c'est d'une prévisibilité absolue, puisque c'est systématiquement redondant. Une ligne, puis une autre, toujours la même, etc. Bon. Alors, ceci nous est tellement familier que, au fond, il faut que j'aille chercher chez les typographes sur quoi nous travaillons. Et voilà. Alors, rapidement, je remonte quelques siècles en arrière. Et pour vous faire percevoir en une minute à peine ce que la rationalisation de l'écriture imprimée, occidentale en tout cas, a fait à la page. C'est-à-dire qu'ici, on a un manuscrit du XIIe ou XIIIe siècle. Bon, vous voyez que l'iconique est très important, le visuel, les marges sont occupées, il est polychrome, il est dynamique, il est transgressif, enfin, je ne rentre pas dans les détails. Bon, et donc c'est
Cette sorte de possible belligérance entre un monde géométrisé pur et un univers imaginaire de la ligne, qui est à la fois imaginaire, mais qui est la ligne de l'imaginaire, ou la ligne pour l'imaginaire, que je voudrais regarder un petit peu en détail, non, mais donner un aperçu ici avec Tristram Shandy. Alors, je suis là toujours ma première partie, la linéation du scriptural. Il y a un peu de bouffonnerie lexicale, il ne faut pas se laisser impressionner, mais j'ai quand même assumé, parce que pour penser contre l'évidence, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas normalement, on a besoin un peu pas de jargonner, mais de mots techniques, pour essayer de saisir ce que l'on veut comprendre, à soi-même d'abord. Alors, premier document, donc je plonge maintenant du côté de la raison graphique ou de la déraison graphique, ce que j'ai aussi appelé la déraison linéaire du roman. Je plonge avec vous. Voici un extrait donc du volume 6, chapitre 40 de Tristram Shandy. Il y a justement l'exhibition, la monstration de lignes. Si je m'améliore à ce train, il n'est pas impossible, avec la permission des démons de Monseigneur Benevento, que je parvienne même par la suite, en chemin faisant, au sommet de perfection que voici, ligne que j'ai tracée aussi droite que possible à l'aide de la règle d'un maître d'écriture empruntée à cet effet, la règle, et qui ne dévie ni à droite ni à gauche. Cette fameuse ligne droite, ce sentier que doit emprunter tout chrétien, disent les théologiens, cet emblème de la rectitude morale, dit Cicéron, la meilleure des lignes, disent les planteurs de choux, et la plus courte des lignes, précise Archimède, qui puisse être tracée d'un point à un autre. J'aimerais, grande dame, que vous en soyez bien pénétrés dans vos toilettes de fête pour le prochain anniversaire du roi. Quel voyage! Alors, là, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment le roman axiologise, sémiotise, axiologise les différentes interprétations possibles de la ligne droite. Régulière, continue, noir sur blanc, etc. Bon. Et donc, vous voyez tout de suite que, je ne vais pas entrer dans le détail, mais je vais dire l'essentiel des mots-clés, qu'il y a un jeu entre la ligne et le rectiligne, qui est inscrit dans la langue, évidemment, entre la ligne droite et la droite ligne, au sens moral du terme, et au sens physique par ailleurs. Bon. Donc, sans reprendre le texte, vous l'avez sous les yeux, la ligne peut être du côté de la pureté, de la discipline, de la mesure, de l'autorité, de la rationalité. Donc, nous sommes dans des univers où les lignes, d'écriture ou pas, ou celles qui servent, qui sont là en lieu et place de l'écriture, parce qu'elles barrent l'écriture, cette magnifique ligne droite, ont à voir avec l'esthétique, avec l'institution, l'école, avec le religieux, l'éthique morale, avec le philosophique, avec le scientifique, Archimède, avec l'économique, les planteurs de choux, bon, c'est rationnel, bon, c'est le sens pratique, si vous voulez. Et évidemment, chez Sterne, la ligne ici même a à voir avec l'humour, avec la parodie, sinon avec la transgression. Il est probable que la dernière phrase soit une allusion à l'érotique,
la femme étant dans ces univers-là du côté du rond et l'homme du côté du phallique linéaire. Bon, la réction et l'érection, si on veut. Bon, donc vous voyez que la ligne droite est donc celle qui construit le texte, est un fait culturel ou un fait sémiotique total. J'ai pris cet exemple parce que c'était rapide, mais c'est un fait langagier aussi, parce que bien malin celui qui dissocierait l'un de l'autre, y compris dans une sorte de, peut-être ça intéressera Sébastien, de logogénèse de la ligne par la langue, parce que finalement dans la langue il y a plein d'expressions à partir de la ligne, et ou des tracés ou des parcours. Vous voyez, par exemple, chemin faisant, sentier, rectitude, courte ligne, etc. Bon, j'ai pas tout. Et le texte joue aussi de ce jeu entre ce qui est inscrit dans la langue et qui se retrouve sur la ligne physique, morphique, ou du récit romanesque. Bon. Alors, je reviendrai tout à l'heure, s'il faut, si ça vous intéresse, sur quelques hypothèses. Je ne suis pas angliciste, ni 18e, mais pourquoi Stern s'est intéressé à ça, à cette rationalité économique, scientifique, philosophique, graphique, artistique de la ligne, et puis plus tard notre ami Goody, mais parlons de Stern. Bon. Alors, ça c'est une première donnée romanesque. La page qui précède, en fait, c'est celle-ci. Me voici maintenant déjà passablement avancé dans mon ouvrage et avec l'aide d'un régime végétalien assorti de quelques graines réfrigérantes, passant sur Carême Carnaval, je ne doute point de ma capacité à poursuivre et l'histoire de mon oncle Toby et la mienne en suivant une ligne, et on retombe sur ces problèmes d'engendrement par la langue, à peu près droite. Or, je vous laisse voir ce qui est le comble de l'écrit, puisque cela existe éventuellement par la gestuelle, mais enfin c'est quand même de l'écrit, mais ce n'est pas du linguistique. Bon. C'est là le tracé des 4 lignes que j'ai suivies dans mes premiers, second, troisième et quatrième volumes. Dans mon 5e volume, je me suis montré très régulier en y décrivant la ligne précise suivante, A. D'où il ressort que, sauf à la courbe désignée par A, où j'ai fait une petite excursion en Navarre, et à la courbe dentelée désignée par B, qui correspond à la petite promenade, je me suis offerte en compagnie de Dame Bossière, etc. Je n'ai point gauchi. Bon. Alors, ici qu'on est de plus en plus dans le sémiophorique, dans le roman de la ligne, qui disjoint ou conjoint, c'est là où je n'ai pas le temps, je ne sais peut-être pas le faire, le lu et le vu, le linguistique et l'iconique, le progressif, parce que la ligne elle est orientée, alors on peut la désorienter, mais elle est orientée, gauche-droite, en lecture et en écriture. Bon. Et le digressif ou le régressif, vous voyez, les croquis là, qui semblent sortir du carnet de Tristram, ils reviennent en arrière. Conjonction, disjonction entre ce que j'appelle le discursif, bon, et le métadiscursif, mais ce que j'aime rappeler le scriptionnel et le métascriptionnel, puisque par exemple, dernier paragraphe, le A du discours commente le A du croquis, une espèce de tension ou de conjonction ou de dérision réciproque, on ne sait pas. Bon. Et ce qui m'intéresse peut-être le plus, dans cette sorte d'autographie, c'est la conjonction, au fond, de la temporalité et de la spatialité.
c'est du temps spatialisé. Autrement dit, c'est un chronotope. Au fond, la ligne peut être un chronotope. Il n'y a pas que la route, etc. Il y a aussi... Alors, les formalistes sont intéressés à beaucoup de choses, sauf à la forme. C'est un peu embêtant, mais ils nous ont laissé du travail. Chomsky a écrit un magnifique texte de 60 pages sur le roman parodique dans Stern. Il ne pipe pas un mot de la forme, disons, pour aller vite. Bon. Alors, il y a donc un jeu sémiotique. Il y a une déraison linéaire et l'expressivité du roman tient en partie à cette déraison linéaire. Le récit fait la cabriole dans une sorte de jeu entre cartographie et chorégraphie. Alors, le cœur de mon propos, c'est à quel jeu joue ce roman. Alors, le jeu, c'est de passer c'est un jeu de mots, du site au rite. C'est-à-dire que là, je fais l'hypothèse, pour aller vite, on est entre nous, qu'il y a une sorte d'iconicité de ces tracés et de ces petits pas là, de ces tirets, si vous voulez, qui consistent à être mimétiques du pas du hobby horse. Je reviendrai, s'il faut, sur l'analyse plus détaillée des jeux entre les lignes, les tracés et le linguistique. Là, je n'ai pas le temps. Bon. Alors, dernière partie de ma proposition, c'est le pas de côté du hobby horse. Alors, qu'est-ce que le hobby horse? Qu'est-ce que c'est qu'un hobby horse? En 3 points, rapidement. C'est dans Hamlet, c'est dans Rabelais, etc. Bon, peu importe. Premier point rapide, on va faire un petit diaporama. 2 minutes, ça suffira. Anthropologie historique du hobby horse. Le hobby horse, c'est cela. Vous l'avez là? Non. Voilà. Je commente à peine. Hein. Ça, c'est les formes les plus archaïques. Vous voyez, une espèce de rite qui pour nous apparaît exotique, un peu opaque, inquiétant. Avec un corps en bois qui représente le cheval, une tête schématisée ou pas, qu'on a comme ça. Ça, alors, c'est hobby horse, c'est un terme anglais, évidemment. On a ça dans toute l'Europe, et parfois ailleurs. C'est le principe des masques ou des déguisements animaux. Donc ça a rapport au bestiaire, au festif, à l'hybridation, au rituel. Vous voyez, là, en France, on appelle ça un cheval jupon, lorsque le porteur a 2 ou 4 pieds, pattes, est habillé d'un masque de cheval ou porte une tête de cheval. Je ne vais pas du tout en faire l'ethnographie, hein, mais c'est pour vous dire un peu ce que c'est cet univers du hobby horse, hein, qu'on a traduit, alors en anglais ça ne pose pas de problème, sauf à ne pas le désémantiser. En français on l'a traduit par dada ou chimère, ce qui évidemment pose problème parce que c'est largement le déculturé. Voici en 1620 un tableau assez célèbre des Morris Dancers sur la Tamise, avec des danseurs et puis un habillé avec le bas chevalin et le haut humain. J'en continue un petit peu encore. Voici que ça peut donner. En voilà un dans les Pyrénées en France, l'homme cheval. Bon, donc vous voyez, on est très proche de la pensée sauvage. On était très proche du monde du rite festif d'autrefois. Voilà, encore 2 ou 3. Voici. Alors, c'est de la chorégraphie, c'est de la musique, c'est de la danse, c'est de la quête aussi. Alors, ça, c'est chez Bruegel, et ça, c'est la version rituelle dans les jeux pour enfants. Alors, si je résume ce qu'on a vu, ça n'a rien à voir avec les processions équestres religieuses, rien à voir avec les processions équestres des entrées royales ou des parades militaires. Le hobby horse, c'est un monde, évidemment, qui a une histoire. Celui du XIVe siècle, c'est les premières attestations, c'est pas celui du XVIIIe. Mais c'est une cosmologie complexe, labile,
dont le principe pour nous ici, c'est le fait qu'il soit mobile, qu'il soit aléatoire, qu'il soit irrégulier, qu'il soit sautillant, qu'il soit imprévisible, qu'il soit instable, etc., qu'il soit excentré, qu'il soit hétérotopique, si on veut. Et l'histoire du hobby horse, comme de bien d'autres pratiques culturelles, ça a été, surtout quand on le traduit par Dada ou par Chimère, ça a été la dissociation entre hobby et horse. C'est-à-dire, c'est devenu un hobby. Dans notre culture, hobby horse, on ne sait pas trop ce que c'est. Et ça, c'est un horse sans hobby ou un hobby sans horse. Donc on est passé du rhétique au psychologique, de la place publique au fort privé, du mythique au ludique, de l'hybride. Alors ce qui est intéressant, c'est l'hybridité. Humain-animal, homme-femme, animé-objet, mort-vivant, à l'homogène, du déguisement cérémoniel à la passion individuelle, de l'érotique à l'anecdotique, du corporel au purement imaginaire, etc. Bon, alors qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans de rappeler cet univers-là? C'est le deuxième point. Écriture borderline. Écriture borderline, c'est en quelques mots, négocier 2 minutes, la conclusion, il n'y en a pas, c'est bien. C'est ce que j'appelle l'obiorcisation du roman. La typographie, on l'a vu, l'onomastique Toby, le principal personnage s'appelle Tristan, puis Toby, Obi. Les personnages, l'intertextualité, la narrativité, et puis l'esthétique évidemment, et puis l'écriture. Alors juste peut-être un mot sur l'écriture. Dans l'exemplier, on va se tenir à l'exemple 7, alors si j'ai plus de temps. Exemple 7, je vais aller vite. Exemple 7, ce que j'ai appelé, c'est moi, écrit papillote, le reste vous regarderez. La femme du raccommodeur de voiture rentra pour enlever de ses cheveux ses papillotes, et sur ce, une d'elles tomba à terre, et je reconnus immédiatement mon écriture. « Oh, m'écriai-je, vous avez toutes mes remarques sur la tête, madame. » Alors je passe la typo. « Tenez, dit-elle, elle les ôta de ses boucles et les mit gravement une à une dans mon chapeau. Une était tortillée dans ce sens-ci, une autre dans celui-là, Ah, par ma foi, quand elles seront publiées, disais-je, elles seront encore plus tortillées. » Donc il y a toute une série le roman est quasiment coextensif à ces problèmes-là, la représentation et du passage des lignes extra-langagières ou des lignes langagières dans l'univers du roman à proprement parler. On peut juste, par exemple, à l'exemple 1, 4e ligne, il est question dans le roman, pendant une centaine de pages, de construire à partir des informations données par la Gazette de la guerre, des journaux de guerre, de reconstruire en des modèles miniatures, des maquettes, à partir donc de l'écrit journalistique. Et ligne 4, vous voyez, il transportait les lignes de son papier. C'est le mouvement inverse, c'est-à-dire les lignes d'écriture sont reversées, on est dans la fiction, sont reversées dans un jardin, dans un boulingrin, où le personnage qui a été blessé dans les Flandres essaie de refaire un modèle réduit à partir des lignes, justement, d'autres lignes. Bon, donc c'est une mise en abîme de ces problèmes-là. La lecture, l'obiorcisation, c'est aussi la lecture et le lecteur qui est lui-même sans arrêt invité ou amené ou conduit à revenir en arrière, à se déplacer, à ne pas savoir trop où il en est, à zigzaguer dans le roman, y compris s'il suit les injonctions du narrateur, qui dit par personnage interposé ou directement, qui dit il faudrait quand même se rappeler ce que j'ai, c'est-à-dire à faire des pas en zigzag, si vous voulez, ou en diagonale. Bon. La lecture elle-même étant évidemment, par définition, un zigzag, qu'on a intériorisé, mais on fait comme ça quand on lit, bon, etc. Dernier point, puis je pourrais arrêter, parce que la conclusion, c'est la discussion. On regardera, si vous voulez, des parades, une image de Cocteau, Picasso, Satie et Diaghilev en 1917, où on peut lire une page de La Route des Flandres de Claude Simon. Il y a des choses qui sont très très liées à ces problèmes-là. Je finis j'ai 2 minutes pour finir, ça me suffit. Ouais, d'accord. Bon. Enfin, bon.
sur la métaphysique de la ligne. Alors, la métaphysique de la ligne, c'est, je cherche les exemples, voilà. Exemple 6, on va regarder les exemples si vous voulez. Exemple 6, oui, où est-ce que je suis? Voilà. C'était le 8 septembre, jour de la nativité de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Tantara, Taratatatatativi. Tout le monde était allé planter un mai, gambadant. Donc c'est en septembre, on plante le mai. Que dit le texte? Ils disent, bon, ils s'en moquent. Il n'y a pas de calendrier, il n'y a plus de cycle, il n'y a plus de festif, il n'y a plus d'organisation. On fait ce qu'on veut, quand on veut, etc. Bon. Donc déjà, vous voyez, il y a profanation des rites liturgiques, des rites calendaires, des rites cycliques. Le hobby-horse, il sort en principe au printemps. Là, il sort tout le temps. Bon, d'accord. Deuxième exemple de métaphysique de la ligne et de parodie, évidemment, translessive de cette métaphysique. Exemple 14. Exemple 14, très court. Dans un tas de papiers et dessins originaux dont mon père avait pris soin de faire un rouleau à part, se trouvait un plan de Bouchain parfaitement conservé. Toujours chaque fois de question de cadastre, si vous voulez, et d'écrit. À un des coins duquel, en bas à droite, se voient encore les marques d'un doigt, il existe des vestiges de 2 piqûres en partie rebouchées. Je fais plus de cas de cette précieuse relique, avec ses stigmates et ses piqûres italiques, que toutes les reliques de l'Église romaine. Alors, vous voyez cette profanation des reliques sacrées et cette sacralisation, en quelque sorte, du texte et du plan et donc du quadrillage. Avant-dernière, et puis vraiment j'ai fini, voilà, ça vaut quand même la peine de regarder, vous comprendrez tout seul. C'est un passage fameux, le bâton et le moulinet. Donc ici on a une ligne qui n'est ni verticale ni horizontale, elle est en diagonale, elle est serpentine. Elle est serpentine, ça c'est la ligne de beauté, comme dit William Hogarth, qui a illustré Laurent Sterne, 1753. Et c'est en même temps celle qu'on trouve chez Balzac, évidemment, dans la peau de chagrin, mais c'est un serpent. Donc c'est cette ligne serpentine, évidemment, qui se lit à l'envers, plutôt référentiellement de bas en haut que de haut en bas, etc. etc. Elle est dans l'intertexte de l'Exode. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis le serpent par la queue. Il étendit la main et le saisit. Vous ne l'avez pas sur les exempliers. Et le serpent redevint un bâton dans sa main. Ou encore Exode 4, 17, prends dans ta main ce bâton avec lequel tu feras les signes. Bon. Alors, donc ça, j'ai pas trop le temps, mais je crois qu'ici, vous pouvez voir de quoi je veux parler. Qu'est-ce qui est à voir quand on s'intéresse à ça, et aussi au XVIIIe siècle? Qu'est-ce que c'est le référent majeur de la ligne en termes d'écrit? C'est le premier livre imprimé au monde par Gutenberg, 1490, ou un peu avant, je ne sais plus, 80, ce qu'on appelle la Bible à 42 lignes. Ça, c'est voilà, n'importe quel imprimeur, n'importe quel connaisseur de l'écrit, de l'histoire de l'écrit, connaît cette Bible à 42 lignes. Et vous voyez que là, tout est ordre et organisation orthodoxe. Alors, mon dernier point, si vous voulez, je vais très très vite, c'est que dans le texte, non mais j'ai fini, il est question partout de Jésus, de Dieu, des saints, des martyrs, des pèlerinages, etc. Et mon idée, donc, que je ne développe pas, mais que je signale, c'est dans l'exemplier 17. Notre Tristram accomplit bien péniblement ses rites religieux. Jamais fils de juif, de chrétien, de turc ou d'infidèle ne fut initié de façon si oblique. C'est le diagonal ou l'oblique, puisque c'est un roman du dialogal, du dialogisme et du diagonal. Il faut qu'il y ait eu le diable et son train quand cet enfant a été formé. C'est-à-dire qu'en termes d'analogie ou d'anamorphose, si vous voulez, c'est comme quand Molière parle des médecins, c'est pour parler de l'Église, possiblement. Là, quand on joue avec le hobby horse, je propose d'entendre le holy horse. C'est-à-dire un jeu de torsion dans ce qui est sacré et ce qui est profane, et toujours autour de ces diableries du zigzag, de la zébrure, de l'irrégularité, de l'aléatoire, de l'ouvert, du monde moderne qui est en train d'éclore là-dedans. Voilà, merci, excusez-moi pour...